Bonjour et merci pour ces conseils très clairs pour régler les ventilateurs. Pardon. Donc Jean Della Monica, je travaille à Nice dans le service de réanimation médicale et je vais vous parler de quels médicaments. J'ai volontairement un petit peu modifié le titre pour essayer de revenir sur du pratique et ce que l'on fait actuellement. Alors les perspectives, il n'y en a pas beaucoup et j'en parlerai très peu et je vais surtout parler des médicaments que l'on pourrait, que l'on a utilisés. Alors, je n'ai pas de diapo de conflit d'intérêt, je m'en excuse, mais je n'en ai pas sur cette présentation. Alors, les éléments que l'on va discuter aujourd'hui, pour quels médicaments, ça va être évidemment de traiter la cause, on va voir ça très vite, faciliter la ventilation, et le professeur Merca en a déjà parlé un petit peu, je vais revenir dessus. Est-ce qu'on peut modifier les rapports de la ventilation et de la perfusion, ce qui est un objectif dont on a beaucoup parlé pour le SDRA et qui est, on va dire, moins à la mode, mais qui reste un des problèmes majeurs. Et est-ce qu'on peut essayer de limiter l'inflammation, cicatriser le poumon? Et vous allez voir qu'il y a quelques données un petit peu plus récentes sur le sujet. Alors l'arsenal thérapeutique du SDRA, donc ce papier date de 2012 et avait suivi la conférence de consensus dite de Berlin, qui avait un mérite important, qui était d'essayer de mieux reconnaître les SDRA en ayant des critères de définition qui étaient précis. Et dans le critère de définition majeur qui avait été défini par Berlin, il fallait que les patients soient ventilés avec une pression expiratoire positive, ce qui n'était pas le cas dans la précédente définition. Et vraisemblablement, pendant des années, on a fait des études sur des patients qu'on pensait être en SDRA et on a mélangé un petit peu des patients pas très sévères, des patients sévères et peut-être même des patients qui n'étaient pas du tout en SDRA. Et quand on a redonné cette définition, donc on a dit rapport PaO2 sur FiO2 inférieur à 300 pour léger, modéré et sévère, 200 à 100, vous connaissez tout ça. On a pu, les auteurs de ce papier en fait ont pu placer sur ce graphe quelles sont les choses qu'il faut faire. Vous voyez que les trois premiers bleus qui sont là, c'est ce que vient de vous décrire le professeur Merca, mettre en décubitus ventral, et puis après des choses qui ont été mises en jaune. Peut-être que ceux-là, on peut les traiter par ventilation non invasive. Très vraisemblablement, il faut leur faire des curares pour les plus sévères, et ça, c'est l'étude Accurasis. Et vous voyez que finalement, il n'y a aucun médicament dans ce qui est proposé dans cet arsenal thérapeutique, excepté les curares. Alors, traiter la cause, on va rapidement en parler. Déjà, pour comprendre que les choses ont changé. Donc dans cette étude de Jean-Louis Vincent, c'est une étude en fait avant-après où il a regardé ce qui se passait dans son service dans les années 93-95 et dans les années 2006-2009 pour voir si, en gros, les patients ont évolué. Et effectivement, sur les patients qui ont un SDRA, quand on compare les deux périodes dans son service, qui est un service qui est médico-chirurgical, on peut dire qu'il donne une photographie intéressante de ce qui se passe dans le monde de la réanimation, on voit que 39% des SDRA étaient liés à des sepsis il y a 20 ans et que maintenant, les patients qui ont des SDRA, c'est plus des 2/3 des cas des sepsis. Alors, pourquoi ça? Vraisemblablement parce que on traite mieux le post-opératoire, le péropératoire et donc le post-opératoire. Vous voyez qu'il y a beaucoup moins de SDRA. La traumato génère moins de SDRA également. Et les transfusions, c'est quelque chose qui a quasiment disparu. Et vous voyez que le sepsis, on sait comment ça se traite et je ne vais pas revenir dessus. Les antibiotiques, il est indispensable d'avoir une antibiothérapie, éventuellement un traitement antiviral dans certains cas ou champignons, mais il est indispensable d'avoir un traitement qui soit efficace pour traiter le sepsis et pour traiter le SDRA. Le deuxième point de cette étude qui est assez intéressant, c'est de quoi sont décédés les patients dans son service. Et vous voyez que dans les années 93-95, la moitié décédés de multi-organe failure, un syndrome de défaillance multiviscérale, alors que les hypoxies réfractaires représentaient quand même 16%. Ceci a considérablement diminué. Donc il faut traiter la cause, je dirais rien de plus dessus, pour avancer sur la ventilation, comment faciliter la ventilation. Alors si le niveau de sédation
Vous savez qu'on essaye actuellement plutôt de sédater le moins possible les patients, d'arrêter les sédations, de diminuer tous les jours. Et on va parler surtout de curarisation. Donc les effets de la ventilation, tout le monde connaît cette diapo et la met dans son topo. Quand je ventile de façon agressive, trop de volume, pas assez de pression expiratoire positive ou pas de pression expiratoire positive, je vais détruire les poumons. Et vous voyez que ce qui est intéressant sur ce poumon animal, 5 minutes et en 20 minutes j'obtiens ça. Très rapidement, on peut arriver à détruire des poumons. Alors, pour revenir un petit peu pourquoi utiliser des curares, puisque c'est de ça que je vais parler, je vais vous parler très rapidement de la pression œsophagienne pour arriver à comprendre ce qui peut se passer chez un patient qui est insuffisamment sédaté ou non curarisé à une période où il veut respirer, il est en hypoxémie, ses centres respiratoires lui demandent de respirer et de respirer fort. Donc, on peut analyser les courbes du ventilateur, mais on peut également mettre ce qu'on appelle une pression œsophagienne. Alors la pression œsophagienne, on la met dans l'œsophage et elle nous permet d'avoir des pressions plus précises que celles que l'on mesure uniquement au niveau de la sonde d'intubation, que l'on appelle les pressions airway opening, ça veut dire AO, et elles nous permettent de diviser en gros l'élastance ou la compliance du thorax en 2 points qui sont l'élastance de la paroi, chest wall, et l'élastance vraiment de ce qui se passe dans le poumon. Alors, je vais avancer là-dessus. Pourquoi ça a un intérêt, ça? Puisque ça nous permet de voir également si le patient fait des efforts qui sont détectés ou non détectés par le ventilateur, mais qui peuvent un peu aller à l'encontre de la ventilation protectrice que l'on fait. Donc ici, vous reconnaissez bien, c'est une courbe de pression, un patient qui est ventilé en volume. Ici, j'ai la pression de crête, la pression diminue et j'arrive en gros à une pression de plateau. Et surprise, chez ce patient qui est en SDRA, ventilé avec une pipe un peu faible pour le professeur Merca, 8, je vois que là, la pression diminue, alors que je n'ai rien demandé à mon patient. C'est des choses qu'on voit si on observe attentivement les courbes. Et on voit, quand on regarde la pression œsophagienne, ici, qu'effectivement, il y a une dépression qui est importante et le patient fait un effort alors qu'il est ventilé en ventilation, je vais dire contrôlée, là on voit qu'il n'y a pas de trigger, et que les pressions résultantes, transpulmonaires, la pression qui est vraiment dans les poumons, eh ben, je vois qu'en expiration, elle arrive à être négative. Tiens, c'est bizarre, alors que j'ai une PEP qui est à 8, j'ai une pression transpulmonaire qui est négative et une pression inspiratoire qui est plus faible que ce que j'attendrais avec les pressions que j'ai réglées. Alors ici, dans ce graphe, je vous montre ici juste la pression dans les voies aériennes pour vous montrer que ce patient obèse en SDRA, alors vous n'avez pas bien à dire obèse en SDRA et patient non obèse avec un SDRA modéré, vous voyez qu'ils ont tous les deux des pressions expiratoires positives qui sont identiques, hein, on a remis les graphes au même niveau, et vous voyez que ce patient obèse, la pression transpulmonaire en fin d'expiration, eh ben, chez lui elle arrive à être négative. Ça veut dire que la pression dans les poumons est négative alors qu'on met une pression positive, il se passe quelque chose, on tire sur les poumons. Il faut comprendre, il y a le patient soit fait un effort, soit il a tellement gros ventre que ça met tellement de pression dans ses poumons que alors que je pense avoir une pression expiratoire positive, le concept c'est j'ai maintenu les alvéoles ouvertes, et ben elle se referme. Je vais accélérer et donc dans cette étude je vous remontre exactement le même graphe. Dans cette étude sans curare, je vous rappelle ici la pression diminue. Après curare, eh ben, j'ai des pressions que j'arrive à éviter de négativer, ce qui peut avoir un intérêt. Et ce graphe est un petit peu compliqué, mais je vois bien qu'avant curare, j'ai une pression en fin d'expiration transpulmonaire qui se négative, alors que là, elle reste positive. Ça reste à prouver, mais vraisemblablement, il y a un intérêt physiologique à faire des curares. Alors les curares, on a montré depuis longtemps que quand je curarise mon patient, ben, j'ai une meilleure oxygénation. Donc c'est toujours l'équipe de Marseille avant de faire cette fameuse grande étude qui avait montré ça, qui avait montré également que dans le poumon, quand je mesure des
paramètres inflammatoires, l'interleukine 6 et l'interleukine 8. Dans le groupe qui a des curares, j'ai significativement moins d'inflammation, si tant est qu'effectivement l'IL6 et l'IL8 soient des bons reflets de l'inflammation qu'il y a dans les poumons. Il y a une étude à peu près identique qui existe avec 6 versus 12 ml kg. 6 ml kg, j'ai moins d'inflammation, moins d'IL6 et moins d'IL8 dans les poumons. Donc les curares diminuent l'inflammation, améliorent l'oxygénation et donc ont un intérêt dans la phase initiale du SDRA, et ça a été également montré sur la mortalité. Ça a également été montré que dans cette étude-là, les patients qui étaient curarisés, il y avait moins de barotrauma et notamment moins de pneumothorax à cette phase initiale. On ne peut pas parfaitement l'expliquer, il y a des études en cours pour essayer de mieux comprendre, mais ça mérite d'être noté. Alors, est-ce qu'on peut modifier maintenant les rapports ventilation-perfusion? Le premier élément dont je vais vous parler, c'est le NO, qui est beaucoup utilisé encore, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ici, j'ai des alvéoles qui sont toutes moches, toutes sales. Ça diminue les rapports entre les ventilations et la perfusion. D'accord, la perfusion est faite, mais c'est mal ventilé. La saturation diminue. Le poumon réagit en faisant ce qu'on appelle une vasoconstriction pulmonaire hypoxique d'un côté. Il essaye de shunter, de ne pas mettre de sang devant ces alvéoles qui sont non ventilées pour privilégier celles qui sont ventilées. Le NO, administré dans le poumon directement, va vasodilater cette zone et améliorer l'oxygénation. Et en revanche, il vaut mieux éviter de mettre des vasodilatateurs intraveineux parce que eux vont entraîner une vasodilatation globale et entraîner un effet inverse de ce qu'on voudrait. Donc les vasodilatateurs intraveineux, on pense notamment à la nicardipine, le Loxène, qui est un classique de l'hypoxémie du SDRA. Alors c'est un vasodilatateur puissant, inhalé dans les zones ventilées, c'est très cher et ça marche très bien sur l'oxygène. Malheureusement, il n'y a aucun effet sur la mortalité. Il y a plusieurs méta-analyses qui montrent ça. En revanche, mettre du NO n'est pas anodin puisqu'on a un risque de dysfonction rénale que l'on voit bien ici chez les patients à qui on a mis du NO versus ceux à qui on n'en a pas mis. J'avance un petit peu. L'almitrine est sûrement encore utilisée, mais alors là avec un niveau de preuve qui est assez faible, intéressante sur le plan physiopathologique. Je vais donner un médicament dans les veines qui va vasoconstricter les territoires qui sont mal ventilés. Et la dernière publication date de 2003, de ce que j'ai trouvé dans PubMed. Et vous voyez qu'il y a quand même la commission de transparence qui s'est intéressée en 2013 et qui a sorti ce texte très prudent pour dire qu'on n'était pas très sûr qu'il fallait l'utiliser. Il y a quand même des effets indésirables et en pratique, je ne sais pas si on peut le recommander. Est-ce qu'on peut limiter l'inflammation et limiter l'œdème? Alors limiter l'œdème, très intéressant, hein. Il y a trop d'œdème dans les poumons, l'alvéole souffre et on a montré qu'il y avait une diminution du drainage lymphatique. Les bêta-bloquants ont un effet sur les récepteurs qui permettent d'améliorer ce drainage. Et donc il y a deux études, Balti 1 et Balti 2, qui se sont intéressées à l'utilisation de agonistes, hein, j'ai dit bêta-bloquants, mais c'est bêta-agonistes, de la ventoline. Et cette étude a été négative et elle a même été arrêtée avant la fin pour une surmortalité. Est-ce qu'on peut limiter l'inflammation et faire cicatriser le poumon avec des corticoïdes? Alors de multiples études ont été faites avec certaines positives, certaines négatives. La plus importante, celle de l'ARDS-NET, était négative sur la mortalité, mais avec une augmentation des jours sans ventilation. Cette étude d'Umberto Meduri, elle, était positive avec un protocole qui était très proche et une diminution, là aussi, des jours de ventilation et de la survie quand on curarisait les patients. Les méta-analyses sur le sujet montrent que la prévention du SDRA par corticoïdes ne fonctionne pas. En revanche, peut-être un effet incomplet sur la mortalité. Et Meduri, qui est un grand tenant des corticoïdes, récemment a ressorti une méta-analyse où il montre qu'il y aurait un intérêt à utiliser des corticoïdes, mais en prenant les patients qui ont survécu et chez qui on a pu vraiment tester la ventilation.
Alors il y a des éditoriaux, ça reste très controversé, les doses de corticoïdes sont très différentes, le timing d'administration est également très différent, mais probablement il y a des choses à faire là-dessus dans le futur. Ça sera ma dernière diapo. Peut-être que grâce à des marqueurs, notamment le procollagène 3, on va arriver à définir les patients à qui il faut faire des corticoïdes. Et j'ai de la chance, ma dernière diapositive apparaît toute seule. Alors, c'est dommage, il n'y a pas tout. Pour vous dire que finalement, les perspectives de médicaments actuellement, il y a des choses qui sont dans les tiroirs et qui sont testées. Mais pour l'instant, les médicaments que l'on doit considérer, que l'on doit selon moi utiliser, sont en premier lieu les curares jusqu'à preuve du contraire et utilisés à bon escient, puisqu'on n'en a pas parlé, mais les effets indésirables sont importants sur l'évolution musculaire des patients et notamment diaphragmatique. Et utiliser avec parcimonie et par des spécialistes, peut-être le NO, en définissant les populations qui en ont besoin. Je vous remercie.